Bonjour, merci d'être venu. On est une partie des Charlies. Les Charlies, c'est une association de 4 cosplayers qui présentent des conférences dans des salons comme ça. Aujourd'hui, on est venu à 2 pour vous parler des prestations en concours. Donc comment les écrire, une prestation dialoguée d'une part et d'autre part une prestation plutôt dansée, ainsi que plusieurs conseils généraux, fondamentaux et des conseils pour le jour J. Donc sur ce, je vais laisser parler le professeur cosplay à propos des prestations dialoguées. On va juste se présenter très rapidement. Oui. Donc moi je suis Pixie Cosplay, je suis costumière de formation. Je participe souvent à des concours et plutôt avec des prestations dansées justement. Alors moi je suis professeur cosplay, j'ai commencé le cosplay en 2008, j'ai participé à beaucoup de concours, j'ai gagné quelques prix et depuis quelques temps donc, je fais une autre série humoristique sur le cosplay. Donc pour les concours cosplay, pour ceux qui connaissent, il y a une partie, le jury note une partie sur le costume bien sûr, mais note une partie sur la prestation. Alors ce n'est pas à négliger, parce que sur certains concours ça peut faire jusqu'à 50% de la note, comme au concours européen de l'ECG. Alors c'est vrai que la tendance, je trouve, c'est de plus en plus privilégier le costume, mais ça reste important quand même, surtout en Europe. L'un des fondements, c'est de lire le règlement du concours. Ça peut paraître simple, mais il faut savoir que dans le concours, il y a indiqué la durée de la prestation. Ça peut durer. C'est rare, mais parfois il y a un nombre de limites de participants. Très récemment, j'ai participé à un concours où les groupes étaient interdits, tout simplement. Et ensuite, souvent, on peut pas utiliser tous les matériaux. Par exemple, ski liquide ou confetti, souvent, est interdit. Donc, très important, bien lire le règlement, surtout si ça change chaque année, et ne pas hésiter à contacter le staff pour demander des précisions. Alors, donc, le plus important, je considère, dans une prestation, c'est de transmettre une émotion, comme joie, humour, tristesse. Tu avais une anecdote? Oui, effectivement. La raison pour laquelle j'ai commencé à faire des cosplays sur scène, des concours plutôt, parce qu'on peut aussi faire en défilé, tout ce qu'on vous dit, ça peut bien sûr être pour des défilés. En ayant vu, j'ai commencé après avoir vu le World Cosplay Summit vers 2010, je crois, 2010-2011, et les frissons que ça m'avait donné de voir les cosplayers sur scène, toutes leurs prestations étaient vraiment très travaillées, et ça m'a donné envie de faire ressentir la même chose au public, et donc j'essaie de travailler dans ce sens-là. Alors, bon, je vais finir cette introduction par l'essentiel. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Vous êtes sur scène, vous êtes là pour faire découvrir une série à des gens qui ne les connaissent pas forcément. Donc faites-vous plaisir, transmettez la joie que vous avez dans cette série, et surtout ne forcez pas à faire une prestation. Sinon le public va voir que vous n'êtes pas à l'aise et ça va se ressentir. Donc faites-vous plaisir avant tout. Le cosplay, c'est une activité que l'on fait pour se faire plaisir. Pour écrire une prestation, il faut une idée de base, un concept de base. Ça peut être une histoire, une esthétique, une ambiance. Il faut se demander ce que votre personnage fait ici. Quel est son but, quelle est la raison de sa présence. Ensuite, pour trouver les idées, il n'y a pas de... de toute façon, il faut un brainstorming, il n'y a pas de miracle. Vous prenez une feuille de papier, vous posez toutes les idées. Si vous faites à plusieurs, vous faites ainsi, vous discutez. Alors surtout, vous devez travailler tous les détails. Les prestations sont courtes. Parfois c'est 2 minutes, parfois pour une personne c'est une seule minute. Donc surtout ne négligez rien. Que le jury n'aura qu'une minute pour vous apprécier. Si vous savez si votre passion est bien, écrivez-la et demandez à une tierce personne. Une personne neutre, je précise, parce que vous aurez forcément des amis qui vous diront que ce que vous faites est très très bien. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est honnête, qui n'hésite pas à dire que vous faites de la merde, quand vous faites de la merde, n'hésitez pas, vous pouvez lui demander, ce sera parfait. Alors, les décors, bon, c'est pas obligatoire. Il y a parfois des décors très beaux qui sont magnifiques, on en verra quelques-uns un peu plus tard dans une vidéo. Alors bon, je ne vais pas vous donner de conseils pour faire les décors parce qu'il faudrait une autre conférence spécialement.
dessus. Mais simplement, si vous voulez faire un décor, on peut faire quelque chose de très simple, hein, avec un tissu qui est suspendu. Faire quelque chose de très joli. Est-ce que je peux t'interrompre une seconde à propos des décors? Faites en sorte que votre décor soit utile. Faites pas juste un décor pour avoir un décor. Sinon, ça sert à rien. On va se demander, en fait, le public va se demander à quel moment intervient le décor. Pourquoi est-ce qu'il y a ce truc derrière? Ça a beau être quelque chose de très joli, ça donnera peut-être une ambiance, mais si c'est pas quelque chose qui va intervenir dans votre prestation, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire. Est-ce que ça va pas peut-être plutôt déstabiliser le public qui va se poser des questions et finira sur une frustration? Il est temps de parler de la retouche sonore. Bon. Alors, il est important d'utiliser un logiciel de retouche sonore. Il y en a plusieurs sur le marché. Celui qui est utilisé, c'est Audacity. Vous pouvez le télécharger sans problème. Hein. Si vous le cherchez sur Google, vous trouvez des tas de sites pour télécharger. Vous trouvez des dizaines de tutos dans toutes les langues sur le net. Alors, mais sachez que c'est pas le seul, il y en a d'autres. Par exemple, moi j'ai commencé avec Windows Media Maker, bon, qui est beaucoup plus basique, mais qui est beaucoup plus simple. Pour un débutant, cela peut aider. Enfin, je vais vous dire de respecter le temps. Ça peut paraître bête, mais dans la plupart des concours, ils ne s'en mettent pas. Si par exemple c'est 1 minute et si votre temps fait 1 minute 2, à 1 minute, ils coupent. Et croyez-moi, ça peut gâcher une prestation. Maintenant, sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le temps. Bon, si vous avez une pasta qui tient en 40 secondes, ça ne sert à rien de rajouter pour que ça dure 1 minute 15. Ça va embêter le public plus qu'autre chose. Alors maintenant, on va parler de prestation parlée. Donc je vais vous montrer un exemple d'une prestation que j'estime correcte. Peut-être parce que je suis dedans, mais bon, ça c'est un détail. Donc c'est une prestation Matrix que j'avais fait il y a quelques années au Comic Con à Paris et j'avais reçu un prix de prestation. Alors on va regarder cette prestation et ensuite on va voir ce qu'elle a de bien. Nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, monsieur Anderson. Et qu'est-ce que tu fous là? Arrête le ralenti, je ne comprends rien. Mais où est l'agent Smith? Ça doit être Morpheus. Oui? Hein? Non, je ne peux pas changer de forfait. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Néo, je dois te dire un truc. Regarde cette foule. Où ça? Non, de l'autre côté. Je vois toujours rien. Mais enlève ces fichues lunettes. Waouh! Tous ces gens, ils n'ont rien eu à faire de leur journée? Ils veulent quoi? Écoute, je pense avoir saisi. Le monde où nous vivons n'est qu'une illusion. Nous ne sommes que des acteurs. Ah, c'est vrai! Je suis Keanu Reeves. Hello! Ça doit être la file d'attente pour les dédicaces. Ah, ça me gonfle. Je vous préviens, c'est 20 $ la dédicace et je ne fais pas la conversation. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Toi, la cosplayeuse mignonne au premier rang, tu commences. Où est mon whisky et ma masseuse? Ils sont nuls pour recevoir les stars dans cette convention. Kenny, je crois comprendre. Tu n'es pas une star d'Hollywood. Nous sommes des cosplayers et tu t'appelles Jean-Michel Durand. Tu n'habites pas à New York, mais Bourmin et Grosville. Et c'est ta grand-mère qui a cousu ton manteau. Non! Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Allez, viens. Bon, ben, puisqu'on est des cosplayers, je pourrais faire Kakeshi. Il a du succès auprès des filles. Ah ouais! Et moi, Princesse Peach, pour changer du noir. C'est quand la prochaine convention? Ça a parlé. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette prestation? Bon, on peut dire, bon, elle a sûrement des défauts, bien sûr, mais elle a certaines qualités. Déjà, on peut dire qu'elle est, bon, le son est intelligible. Ça peut paraître secondaire, mais croyez-moi,
Il y a beaucoup d'enregistrements où on ne comprend rien. Il y a un bon rythme, hein, il y a de l'action tout le temps. Ça plaît aux fans, parce qu'il y a des allusions au film, et ça plaît aussi aux néophytes, parce qu'il y a des gags que même les gens qui ne connaissent pas Matrix peuvent comprendre. Le gag du téléphone qui sonne, par exemple, ou le gag des lunettes de soleil. Pour écrire une prestation parlée, comme je dis, et écrite avec une histoire, ce qu'il faut, c'est dérouler. Il faut une situation de début, un élément perturbateur et une fin. Voilà, un peu comme toute histoire finalement. Et la fin et la résolution. Alors, une chose très importante, c'est de ne pas s'adresser qu'aux fans. En convention, on voit beaucoup de prestations qui ne sont compréhensibles par ceux qui connaissent la série, parce que ceux qui ont fait la prestation sont fans d'une série, c'est normal. Et ils ont dit, tiens, on va faire des gags sur tel ou tel des détails, mais c'est trop obscur, les gens ne comprennent rien. Parfois le jury souvent ne va pas connaître la série, ne va pas rire aux gags. Et finalement, vous n'allez faire rire qu'avec le fan, voire que vous-même. Ça, c'est un défaut que l'on voit très souvent. Donc, même si vous voulez faire plaisir, réfléchissez quand même à des gags que tout le monde puisse comprendre, qui sont généraux, qui sont accessibles au plus grand monde. Bon, je dis gag, mais ça peut être une prestation triste, bien sûr, ou d'un autre genre, mais il faut quand même ne pas trop faire d'allusion. La qualité, c'est quelque chose de très important. N'oubliez pas que quand vous passez en concours, souvent la scène est... Bon, il peut y avoir une très bonne scène dans une salle séparée, comme la Japan Expo, c'est très bien. Mais il peut y avoir une scène fréquemment qui est au milieu du public, comme c'est le cas là, pour le jet, pour la place, hein, tout simplement, avec beaucoup de bruit autour. Il peut y avoir des enceintes de mauvaise qualité. Il peut y avoir des ingénieurs son en intérim. Alors je tiens à dire que j'adore tous les ingénieurs son, hein. Il n'y a aucun problème, la plupart font du bon boulot, mais bon, parfois des associations ne peuvent pas avoir des ingénieurs qui s'y connaissent et font le travail toutes seules. Donc tout ça pour dire, quand vous enregistrez, bon, vous pouvez enregistrer très correctement avec ne serait-ce qu'un téléphone portable, mais si vous avez les moyens, n'hésitez pas à prendre un micro de qualité. Alors pas forcément un micro très cher, on peut trouver des micros à moins de 100 €, comme par exemple le Blue Yeti ou le Microbird UM1, c'est celui que j'utilise. Et très important, c'est avoir un filtre anti-pop. Alors les filtres anti-pop, je vous explique, c'est quand vous parlez, quand vous dites là, ça fait un son qui est très mauvais. Si vous montez le son, c'est incompréhensible. Donc ce genre de filtre permet d'utiliser ça, que les professionnels en utilisent. Et enfin, bon, si par hasard vous ne parlez pas très bien, bon, on peut toujours vous faire doubler par quelqu'un d'autre. C'est compréhensible, il n'y a pas de problème. Si vous avez quelqu'un qui parle très bien, qui a une jolie voix, qui a un bon rythme, un bon débit, il n'y a pas de honte à se faire remplacer pour une prestation. Même quelqu'un qui imite très bien les voix. Quelqu'un qui peut imiter une voix d'un personnage, autant profiter de ses compétences si c'est votre ami qui veut bien vous rendre ce service. Comme je disais, donc, méfiez-vous de la scène. Hein. Par exemple, je vois beaucoup de gens qui font des scènes dramatiques, c'est très bien, des histoires tristes. Mais le problème, c'est que quand vous êtes au milieu d'une salle avec juste au milieu une piste de Just Dance et derrière un défilé de poids, forcément l'ambiance en prend un coup. Donc pensez-y, vous n'aurez pas forcément le rendu que vous voulez. Souvent quand vous écrivez une prestation, faites très attention. Souvent, si à un moment il y a un temps mort, le public va penser que c'est la fin de la prestation et applaudir. Ça on voit très souvent. S'ils commencent à applaudir et qu'après vous continuez, généralement ils ne vont rien comprendre. Ou si vous tuez un personnage, alors ça méfiez-vous, mort d'un personnage pour le public ça veut dire fin de la prestation. Alors moi généralement quand j'écris une
prestation, je tue toujours un personnage à la fin, comme ça c'est plus simple. Mais si ça arrive en plein milieu, méfiez-vous, ça veut dire que la prestation est finie. Alors, je ne sais pas s'il y a des ingénieurs son dans la salle. Alors, il y a les musiques d'ambiance. Est-ce qu'il faut mettre des musiques d'ambiance pendant les... Bon, et bien sûr qu'il faut mettre des musiques d'ambiance pendant les prestations, mais quand les gens parlent, est-ce qu'il faut en mettre derrière, comme dans les films? Ça, il y a deux écoles. Il y a des gens qui considèrent que c'est indispensable. Moi, j'aime pas trop, tout simplement parce que si le rendu sonore n'est pas très bon, le public ne va rien comprendre. Donc moi, je ne suis pas pour. Donc moi, je conseille de ne pas mettre de musique dans le fond quand les gens parlent. Maintenant, bon, je vous dis, il y a... Tout le monde n'est pas de mon opinion. Peut-être que si vous êtes très doué en mixage sonore, peut-être que vous pourrez. Il faut rajouter des bruitages, bien sûr, des effets sonores. Bon, ça, il y a des tas de bandes son sur internet qui sont gratuites, ne serait-ce que sur YouTube. Je mettrai quelques liens à la fin. Il y a plein de choses à faire. Ce qui est important, c'est d'égaliser le son. Alors l'égalisation, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, ça consiste à mettre à peu près tous les sons au même niveau sonore. Ça permet d'éviter que le public entende certaines paroles et n'en entende pas d'autres. Moi, je ne peux pas vous donner un cours, mais si vous cherchez sur le net égalisation, vous trouverez des tutos en quantité. Enfin, il y a le mixage son. Bon, ça, le mixage, je connais rien, c'est un autre niveau, donc j'asse ça aux professionnels. Maintenant, bon, j'ai surtout parlé de prestations seules. Maintenant, il y a des prestations que vous pouvez faire en groupe, c'est plus sympathique. Souvent, c'est beaucoup plus simple à écrire, parce qu'il y a une interaction entre les personnes. C'est plus simple de rebondir sur des gags, sur des histoires. Mais je vous assure, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Je parle d'expérience. Les gros groupes sont très durs à gérer. Déjà d'un point de vue de ressources humaines, tout simplement, il faut contacter beaucoup de personnes, il faut qu'elles soient d'accord, il faut se réunir pour répéter. Ensuite, il faut essayer que chaque personnage ait un rôle dans l'intrigue. Parce que si vous avez 6 personnes et s'il y en a 2 qui parlent, les autres qui servent à rien, le public ne va pas comprendre et le jury va considérer que les personnes du fond font de la figuration. A l'inverse, si vous faites un énorme groupe, genre 20 personnes, j'en ai déjà vu, bon là c'est l'inverse. Parce que si vous voulez absolument que tout le monde ait un rôle, tout le monde va défiler et il n'y aura plus d'histoire. Donc là c'est l'inverse. Il vaut mieux prendre 2-3 personnes qui ont un vrai rôle et les autres qui servent un peu de décor. Bon. Mais très honnêtement, à haut niveau, généralement les prestations de groupe se font à 2, 3, voire 4 personnes. C'est très rare d'en voir plus. Alors enfin, je vous parlais des prestations sans parole, mais qui racontent une histoire quand même. J'ai appelé ça dialoguer sans parole, c'est un peu paradoxal comme terme, mais je vais montrer un exemple, je pense que vous comprendrez mieux. Some shit from a thrift shop. Ice in the fringe is so damn toxic.
cold ass honky. Rolling in a hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes, those are green drapes in a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. Cheers, love! The cavalry's here! I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. Bon, c'est un groupe Zelda, je pense que vous avez reconnu tous, qui passait au dernier Toulouse Game Show et qui a gagné le premier prix groupe. Bon, j'ai pas grand chose à dire, hein, juste pour compreniez que vous pouvez tout à fait écrire une histoire sans dialogue. Bon, évidemment, c'est vite d'enregistrer le son, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Il faut réfléchir à beaucoup de gags visuels, il faut bien répéter, il faut souvent des décors, beaucoup d'accessoires, souvent, mais c'est quelque chose de tout à fait possible. C'est un autre genre, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Bon, le seul avantage, c'est que même s'il y a des problèmes de son, c'était pas trop grave. Alors, j'ai fini sur la prestation avec une prestation parlée, donc je vais passer à ma collègue Pixie. Voilà, les prestations dansées. Moi je fais plutôt de la danse. J'ai jamais fait de prestations dialoguées. D'une part parce que ça me fait peur. J'ai peur de l'échec, de faire quelque chose de comique qui tombe plat. Parce que c'est très difficile en fait. Moi je trouve ça extrêmement difficile de faire une prestation humoristique réussie. Je n'y suis pas essayée. Et aussi, surtout parce que j'aime danser. Pour les prestations dansées, d'une part pour quel personnage? Alors ça peut être deux choses l'une, soit un personnage qui est plutôt un personnage danseur. Par exemple, j'ai fait Claudine Wolf, qui est une cheerleader. Donc la danse se prêtait bien à une prestation pour elle, une danse un peu punchy. D'autres personnages, il y a pas mal en ce moment, c'est vraiment à la mode, les personnages qui font plutôt arabisant, donc Mille et une nuits, tout ça, Maggie, moi j'adore ça, je fais de la danse du ventre. Donc tous ces personnages qui sont à la base des danseurs peuvent se prêter parfaitement bien à une prestation dansée. Et j'oublie bien sûr Love Live et tous les animés sur les groupes d'idoles, de danseurs, de chanteurs. Et d'autre part, il y a des personnages qui peuvent se raconter par la danse. C'est-à-dire des personnages, vous prenez un personnage lambda, vous allez le faire danser. Alors ça se prête pas tous les personnages ne peuvent pas non plus danser, sauf si c'est humoristique. Je vois assez mal, je vous vois en Star Wars, je vois assez mal Dark Vador danser. Voilà, sauf si c'est comique. J'ai illustré avec en haut China Girl, qui n'est pas un personnage qui danse dans Oz, le magicien d'Oz, mais avec une petite musique, un peu style boîte à musique, ça faisait poupée, donc ça pouvait faire des petits mouvements de danse. Et d'autre part, Lucie de Elfenlied, dans la version de l'opening. Et en fait, tout le costume a été pensé pour la danse, pour la prestation sur scène. Donc c'était vraiment orienté pour la danse. Donc voilà, déjà choisissez si vous voulez faire une prestation dansée ou pas. Et ensuite, vous allez vous poser la question de qu'est-ce que votre personnage va faire sur scène. Vous pouvez raconter une histoire en dansant. Ça peut être dans China Girl, j'ai pas l'extrait parce que j'en ai d'autres, mais China Girl qui découvre qu'en fait ses jambes peuvent bouger. C'est pas seulement une poupée de porcelaine, elle découvre ses jambes une par une et ensuite elle peut se mettre à danser une fois qu'elle a un peu appris à bouger son corps. Donc ça parlait très bien, une petite histoire. Et c'est comme les prestations dialoguées, on va essayer de transmettre une émotion. Ça peut être vraiment tout le panel émotionnel. Et la danse, c'est assez connu pour ça, pour vraiment permettre d'exprimer des émotions. Après, une fois que vous avez décidé, vous allez chercher votre audio. Donc le choix de la musique est très important évidemment, parce que vous allez représenter le personnage ou la situation,
Est-ce que ça va être une musique dramatique, plutôt comique et je vous recommande vivement de choisir des choses qui sont pas très connues. Si vous allez danser sur Keisha, on l'entend à la radio souvent, j'aime beaucoup, mais essayez d'aller chercher. Alors là, Thrift Shop marchait très bien parce que ça parle d'un. C'était pas dansé, c'était dansé, oui, mais Thrift Shop marchait parce que ça parle d'un magasin de fripe, donc ça marche très bien. Mais allez chercher des choses qui peuvent correspondre à votre personnage sans être trop cliché non plus. Et attention aux paroles des chansons. Alors peut-être que vous avez trouvé la chanson dont les paroles reflètent parfaitement le personnage, mais d'une part c'est en anglais et d'autre part vous allez couper votre musique. Donc en fait vous savez très bien que ça correspond, mais en fait le public il n'aura pas le temps du tout d'écouter les paroles, de les comprendre, de les traduire si c'est dans une langue étrangère. Et en fait au final peut-être que les paroles correspondaient mais l'instrumental pas du tout. Et ça racontait autre chose. Donc faites attention à ça, il faut savoir tempérer son enthousiasme aussi, même s'il faut partir sur un coup de cœur, c'est très important pour danser. Il faut aussi essayer de chercher quelque chose qui va parler au public. Vous pouvez ensuite utiliser une musique existante et juste la couper à 1 minute, ou alors faire un mashup remix. Donc pour Elfenlied qu'on entendra tout à l'heure, j'ai mélangé un remix dubstep de Lilium, la chanson d'ouverture type chant grégorien ou soprano lyrique de la séquence d'ouverture, et j'ai mélangé ça avec Earthquake de Tiny Tempa, je crois. Vous utilisez une musique tout simplement, il faut la couper. Faites attention là aussi, il y a un écueil à éviter, c'est que peut-être que votre musique est magnifique quand elle fait 3 minutes 30, mais si vous la réduisez à 1 minute, je parle effectivement beaucoup de solo, j'ai encore jamais fait de danse en groupe, donc je parle quasiment exclusivement en solo. Si vous la réduisez à 1 minute, ça peut très bien la rendre complètement fade, et en fait elle n'a plus aucun intérêt. Vous allez avoir perdu toute... si c'est une musique qui grimpe un peu en intensité jusqu'à atteindre un niveau d'intensité important, vous allez peut-être perdre toute cette montée en intensité qui va faire que finalement vous aurez juste un bout de musique inintéressant. Attention à votre qualité d'audio donc. Pareil que pour les prestations dialoguées, alors personnellement j'utilise des rips YouTube la plupart du temps. J'ai éteint mon micro, mais en fait le mieux, si vous trouvez votre musique en revanche, alors il y a 2 formats, enfin il y en a plus, mais on va parler MP3 et WMA. Si vous avez votre musique en WMA avant de la retravailler, c'est une meilleure qualité audio, m'a-t-on dit. Donc si au moins vous êtes obligé de toute manière pour les concours de l'envoyer en MP3 la plupart du temps, mais si au moins vous avez travaillé votre musique avec une qualité audio supérieure, j'imagine que ça rendra mieux. Et donc il y a un audio que je vais vous faire écouter plus tard aussi qui est malheureusement assez mauvaise qualité, mais c'était absolument la musique sur laquelle je savais que je voulais faire ma prestation, et c'est une vidéo YouTube d'un spectacle de danse, enregistré, je sais pas comment, mais bon, ça marche aussi parce que dépendant de la convention dans laquelle vous êtes, peut-être que vous êtes sur une scène qui est au milieu justement de tout un endroit où il y a plein d'activités autour, et donc la qualité audio, ça passe. Voilà. Si par contre c'est dans une scène, je pense à la Japan Expo, où vraiment il n'y a que vous sur scène, quoi, et on fait attention que à vous parce que tout le monde est là pour vous regarder et tout le monde n'entend que votre audio, il vaut mieux avoir quelque chose d'assez travaillé. Vous allez aussi repérer tous les moments clés dans votre musique pour savoir à ce moment-là, il y a un truc intéressant dans la musique, je peux faire quelque chose. Ce moment-là, ça me parle, mon personnage, il exprime ça à tel moment de la musique. Et vous pouvez vous faire un petit tableau et noter tout ça, comme vous faites, vous travaillez à votre manière, je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas vous forcer à travailler d'une certaine manière, mais vous repérez les endroits qui vous plaisent pour servir de base pour construire ensuite votre chorégraphie. On va reparler d'Audacity, mais cette fois-ci pour l'audio. J'utilise beaucoup les effets comme fondre en ouverture ou en fermeture. Alors quand je fais des remixes, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, des remixes, gros terme. Je reprends des musiques, je les recoupe, donc je coupe la moitié, je la mets sur un
Pour bien fluidifier la transition, je la mets dans un nouvel onglet, je ne sais pas comment ça s'appelle, nouvelle piste, sur une nouvelle piste, et je les superpose un petit peu, je superpose les deux moments pour bien être sûr que la transition est fluide, pour pas que ça fasse de petits à-coups dans l'audio. Et ces effets qu'on trouve juste là, dans l'onglet Effets, il y a ouverture et fondre en ouverture ou fondre en fermeture. Vous sélectionnez l'endroit où vous voulez. Et pareil, il y a des très bons tutos YouTube sur Audacity. Le plus important, ça va être de compter les temps. Compter les temps, la plupart des musiques sont en 8 temps. Enfin 4 temps qu'on compte en 8. Vous commencez à compter quand la musique commence et vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc toute votre transition, chaque fois que si vous voulez couper la musique, vous comptez, il faut que ce soit coupé sur un moment où c'est 1, 2, 3, et là vous coupez votre musique, c'est très bizarre, ça casse la musique, ça casse le rythme, vous allez faire un raccord qui sera faux, comme en vidéo. Et on a entendu tout à l'heure, j'ai remarqué là en écoutant la prestation Zelda, ils ont coupé sur 8 ans, à chaque fois c'était coupé pile au bon moment, quand ils mettaient un petit... quand ils ont mis Overwatch, là, c'était compté, c'était pile sur le bon moment, donc c'est aussi pour ça que ça fonctionne très bien. Parce que même si vous ne le remarquez pas, ça paraît naturel à l'oreille. Je ne veux pas vous apprendre à compter les temps non plus, ça se fait avec la pratique souvent, surtout si vous allez danser ensuite, il faudra compter les temps en dansant. Et ça pareil, il faut juste se répéter. Pour illustrer le compte des musiques, alors je ne sais pas du tout si je vais y arriver parce que le retour est très mauvais. J'ai un audio qu'on peut écouter, il y a que j'ai raccourci, donc évidemment c'est l'audio de qualité très mauvaise dont j'ai parlé. Je vais essayer de le compter à haute voix, en tout cas au début, mais je vais peut-être pas réussir parce que j'entends très mal. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il y a eu une transition, tout petit peu short, tout petit décalage. Et il y en a une que par contre, je crois que vous n'avez pas entendu, j'espère, en tout cas, c'était plus tôt. Et donc ça, voilà, il y a eu le raccord. La suivante. Alors, vous pouvez danser avec des accessoires. Ça peut venir aider votre prestation, ça peut être un accessoire que le personnage a de base, ou quelque chose que vous rajoutez juste pour la prestation. Si c'est quelque chose qu'il a de base, très bien, vous allez essayer de le reproduire parce que c'est votre cosplay, ça fait partie du truc. Mais alors, si vous allez l'utiliser, faites attention à ce que ce soit solide, que ça se casse pas la figure quand vous dansez, parce que c'est arrivé que quelque chose casse alors que vous étiez en train de le balancer. C'est dangereux, c'est dommage et c'est dangereux. Donc attention à maîtriser par contre vos accessoires si vous en utilisez, parce que si vous ne les maîtrisez pas, en fait ça vous nuit un petit peu finalement. Une prestation qui aurait pu être très très propre, très joliment exécutée, et que vous aurez un accessoire que vous n'aurez pas maîtrisé, ça vous fera du tort, c'est dommage. Donc répétez en fait, il faut bien répéter. Mais bien sûr, le jour J, on n'est jamais à l'abri de quelque chose, c'est du live. Ça arrive que vous trébuchez, quelque chose qui tombe. Quand j'ai fait Diana, la petite aile, elle est tombée, ça m'a déstabilisée. Juste parce que je l'ai vue par terre, ça arrive alors qu'elle est toute la journée. Répétez et répétez en costume. Vous allez avoir peut-être un chapeau, une perruque très lourde qui vont vous mettre le poids du corps vers l'arrière, ça va vous déstabiliser si vous n'avez jamais mis avant. Vous allez avoir des chaussures peut-être qui font cette taille-là. Répétez en chaussures. C'était pas ces chaussures-là, mais la première fois que j'ai porté des talons après comme ça, quand j'avais fini ma journée d'études, je faisais ma cuisine, j'étais en pyjama et je mettais mes talons pour faire la cuisine, juste pour me balader, pour être à l'aise au bout d'un moment, et je les portais 1 heure, 2 heures, jusqu'à ce que finalement je puisse au moins marcher et ensuite danser. Donc ça vient avec l'habitude. Et donc ces talons-là, je les porte avec cette robe-là. Un petit conseil sur les chaussures. Les semelles sont parfois lisses en dessous, et sur certaines scènes, ça peut glisser.
Si c'est le cas, vous pouvez prendre un cutter et lacérer le dessous des chaussures pour faire un peu antidérapant, ou prendre du papier de verre, ça marchera un peu moins bien le papier de verre je pense, mais la rendre moins lisse. Ou si au contraire vous êtes dans une chaussure à pied couvert comme ça, je parle pour des talons évidemment, je ne vais pas dire pour les filles parce que les garçons portent peut-être pour du coup. Et si votre pied glisse vers l'avant, vous pouvez utiliser soit du latex pour faire des semelles, vous faites des petits points antidérapants, soit de la colle chaude, et ça empêche votre pied de glisser vers l'avant. Vous pouvez aussi, donc, dans d'autres petits conseils pour la danse, si votre costume le permet, dissimuler des genouillères sous un pantalon, sous quelque chose si c'est assez large et ça se voit pas. Parce que si vous allez au sol, ça peut faire mal aux genoux. Donc c'est sympa d'avoir ça. Pour vos accessoires, c'est de faire en sorte qu'ils ne vous quittent pas des mains. Donc si vous avez peut-être des éventails assez petits que vous manipulez, ou des poils, c'est les boules au bout des chaînes, au bout de ficelles qu'on tourne. Vous pouvez faire une lanière pour l'accrocher autour du poignet, comme ça si vous le lâchez, et bien au moins vous l'avez encore à la main, vous pouvez le récupérer. Ou alors rendre, par exemple ici, j'avais besoin d'un peu de maniabilité sur ma prise de la poignée de l'épée. Donc au lieu de la faire comme avant, elle était en bois-blas peint, j'ai recouvert de tissu pour que ma main puisse glisser un peu plus facilement le long de l'épée selon où je voulais l'attraper. Pour Chunyan, qui est là, la jupe elle a 2 longueurs en fait. Elle est posée sur une bande élastique très très large. Donc pour les photos, pour la convention, je laisse la jupe attachée à la taille normalement, qui pend en bas de l'élastique très large. Par contre pour la scène, d'une part j'étais pieds nus, donc j'avais pas la hauteur qui me permettait de ne pas marcher sur la jupe. D'autre part je voulais danser, donc je suis restée pieds nus. J'ai retourné l'élastique, donc en fait l'élastique était là, la jupe qui pend en dessous, j'ai retourné. Et ça a retiré 10 cm, voilà, ça a surélevé la jupe de 10 cm, ça m'a permis de danser facilement. Voilà, et donc j'avais des accessoires pour Chunyan, ça c'est un cas d'accessoire qu'elle a déjà sur l'illustration. Des éventails très lourds, alors ça ils font 90 cm de long, c'est-à-dire la taille de mon bras, il m'arrive à l'épaule quand je les tiens au milieu. Il a fallu répéter beaucoup parce que même j'avais beau faire des essais avec des petits éventails, d'une part un petit éventail je pouvais manier comme ça le poignet, d'autre part c'était léger. Quand j'ai eu les vrais éventails, même avant qu'ils soient finis, je commençais à m'entraîner, faire même un petit peu de muscu parce que c'est pas lourd, mais à la fin, quand on a les bras comme ça, on ne peut pas du tout plier le bras, donc les mouvements sont très différents, ça a des mouvements du bras entier, pas du tout du poignet. Donc avoir les accessoires avant, ça permet de s'entraîner, de préparer sa chorégraphie. On peut mettre en exemple, alors il y a... ça vaut ce que ça vaut, mais c'est donc la prestation avec l'épée de Diana, qui était très lourde et qu'il fallait tenir à une main aussi. Là, le niveau de l'audio, c'était un mélange de la chanson, de la séquence de chargement, je crois, de League of Legends de Diana, avec une chanson que j'ai trouvée sur internet. Et donc l'entraînement, c'était vraiment de s'entraîner physiquement, quoi, porter l'épée.
Donc on va venir enfin à la danse. Vous pouvez d'une part prendre une danse existante, si on parle de groupe d'idoles, je parlais de Love Live, elles ont plein de séquences chorégraphiées, donc vous pouvez prendre ces séquences-là et les reproduire. Il y a aussi des gens qui font des cosplays de K-pop. Alors dans ce cas-là, si vous voulez être exact, pensez à prendre des versions miroirs. Soit vous utilisez VLC qui vous permet, si vous téléchargez la vidéo, vous l'ouvrez avec VLC et ça vous retourne la vidéo pour être du bon côté en fait. Pour quand vous répétez, vous voyez à l'écran une main qui se lève, mais en fait vous allez peut-être répéter à l'inverse. C'est peut-être pas clair. C'est ça, voilà. Quand on regarde à l'écran, on va peut-être copier le personnage qui lève sa main, qui pour nous est à gauche, mais en fait c'est sa main droite. Le principe du miroir. Donc vous pouvez retourner une vidéo comme ça avec VLC, pas avec l'autre Windows Media. Ou alors donc vous pouvez chorégraphier votre danse intégralement. À ce moment-là, c'est selon votre goût. Vous allez utiliser ces moments qui vous inspirent quelque chose dans la musique, peut-être une position, une place dans l'espace, un moment de narration. Et à partir de là, vous allez chorégraphier vos mouvements. Ce qui est une des façons de procéder, c'est d'utiliser un mouvement qui va devenir récurrent. Ça peut être intéressant. Après, c'est comme vous préférez, quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Après, il y a des conseils que je peux vous donner sur utiliser l'espace. Vous avez une scène entière pour vous. Alors, à plusieurs, c'est différent. Il va falloir penser au placement de tout le monde. Je vais rester sur du solo pour l'instant. Vous avez tout l'espace, il faut l'utiliser. C'est l'espace devant, derrière, sur le côté, en haut, en bas. Si vous êtes sur une scène qui a un proscénium, vous pouvez vous avancer, ou même une allée qui va dans le public. Je pense encore à la Japan Expo. Là, vous pouvez carrément, il y a vraiment beaucoup de mouvements que vous pouvez faire. Varier le rythme aussi. Essayez de ne pas rester toujours dans le même rythme, ça peut lasser. C'est bien de redynamiser votre chorégraphie en variant les rythmes. Donc la répétition, c'est très important. Voir pourquoi pas prendre des cours si c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous voulez faire. Ce qui m'a poussé à faire la scène aussi, c'est j'ai pris des cours de danse pour présenter Elfenlied à la Japan Expo. Donc j'ai pris des cours pendant 2 ans et j'ai créé ma chorégraphie pour ça. Et depuis, j'ai acquis une nouvelle passion, mais à la base, c'était pour le cosplay. Mais il n'y a pas que les cours avec un professeur, vous pouvez aussi trouver des vidéos sur YouTube qui vont être des tutos où vous allez pouvoir très bien apprendre aussi tout seul. Donc dans votre chorégraphie, vous pouvez raconter une histoire, faire passer une émotion, exprimer juste une partie du personnage. Mais dans votre musique, dans votre chorégraphie, il doit y avoir un point culminant qui va être le moment où vous allez placer le mouvement le plus symbolique ou le plus technique de votre danse. Et ça va être ce qu'on appelle le climax, donc le moment où vous allez vraiment en jeter plein la vue avec le public. Donc pensez à votre public une fois que vous êtes, pendant que vous chorégraphiez, une fois que vous êtes sur scène, dans le regard à la fois, dans regarder votre public, sinon vous ne faites pas passer votre émotion et ce que vous voulez raconter. Pensez au public aussi dans la conception de la chorégraphie. Vous n'allez peut-être pas lui tourner le dos trop longtemps, même si ça peut faire partie de la chorégraphie aussi. Vraiment interagir avec le public. À ce moment-là, une fois que vous êtes sur scène, vous dansez pour lui. Earthquake up in the air.
Cette chorégraphie en particulier, elle était basée sur le fait que je pouvais pas bouger. J'avais les talons que vous avez vus, j'avais la robe qui m'entravait complètement les jambes, donc ça devait vraiment être basé sur le haut du corps, sur la présence aussi, donc le regard et sur vraiment garder le bon tempo, le bon rythme, d'être sur les accents de la musique. Donc c'était vraiment le travail sur ça. Et puis au final, cette prestation, j'ai pu avoir le 3e prix Presta à la Japan Expo. Et j'ai pu discuter avec le jury après, qui avait dit que c'était ça qui avait fait pencher la balance, c'était vraiment d'avoir réussi à capter l'attention. Donc l'importance vraiment de la présence sur scène. Dernier conseil pour le jour J. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller voir la scène si vous l'avez jamais vue. On ne sait jamais, elle peut changer aussi d'une année à l'autre. D'aller jeter un coup d'œil à la scène avant de passer dessus, savoir par exemple quel est le revêtement. Est-ce que c'est du lino, est-ce que c'est de la moquette, ça peut aussi vous influencer comment vous dansez. Vous allez aussi avoir une idée des proportions, où est-ce que vous allez pouvoir danser, où est-ce que vous allez vous placer. Gérer son stress. Le stress provient en grande partie d'un manque de préparation. Pas que, mais si vous êtes préparé, que vous connaissez votre musique, déjà au moins ça vous enlève un poids. Après, gérer son stress, ça vient par la respiration, s'isoler un petit peu dans sa tête avant, répéter, et puis se dire aussi que le public est bienveillant et que on est tous là pour s'amuser de toute manière. Et que si vous vous trompez, c'est pas la fin du monde. Donc le regard du public sur le public, on en a parlé. C'est vrai qu'on peut regarder au-dessus du public, c'est pas grave. Répéter une dernière fois dans les coulisses, c'est possible. Pour être sûr que tout se déroule comme il faut, on vient avec sa clé USB, même si on a envoyé le média en amont. Comme ça, s'il y a un souci, on est paré à toute éventualité. S'échauffer, c'est très important, pas seulement pour la danse. Dès qu'on passe sur scène, on s'échauffe, donc un échauffement musculaire et articulaire, c'est important. Surtout si vous allez avoir des choses un petit peu contraignantes pour le corps. Ça vous permettra d'aller sur scène et de ne pas trembler si vous baissez, que ça sollicite beaucoup vos muscles. Et voilà, amusez-vous. Et on espère que vous ferez des prestations si ce n'est pas déjà fait, ou que ça vous aura un tant soit peu aidé. Et merci beaucoup d'être venus. On va juste donner quelques liens sur internet. Donc il y a LSB sur YouTube, qui est un vidéaste qui est présent à la plupart des grosses conventions françaises. Donc je crois que la plupart des vidéos qu'on a mises viennent de lui. Toutes d'ailleurs, je crois peut-être. Quasiment toutes, il est vraiment présent. Donc vous pouvez avoir des milliers de prestations. Bon, il y a Kezak Cosplay, c'est un podcast toujours sur YouTube, c'est des tables rondes sur le cosplay, toujours très intéressantes, plutôt sur l'organisation des concours, sur les prestations, ce genre de choses. Bon, il y a Audacity sur Google, bien sûr, on en a parlé. Bon, là il y a une bande-son dont j'ai mis le lien, une bande-son gratuite. Je sais que YouTube a aussi sa propre bande-son, à chaque fois c'est libre de droit bien sûr. Et juste, je mets le lien du groupe Zelda, Meridoche Cosplay. N'hésitez pas à aller sur Facebook pour voir, elles font un très bon travail. Voilà, si vous avez des questions. Bonjour. Au niveau droit d'auteur, ça marche comment un petit peu? On peut prendre ce qu'on veut ou Alors, pour ce qui est d'aller en convention, normalement, c'est la convention qui s'occupe des droits d'auteur. En fait, les droits d'auteur sont liés à la diffusion. C'est la convention qui diffuse la musique. Tu n'as pas à t'en soucier normalement, et on espère qu'ils règlent la SACEM comme il faut. Après, sur YouTube, si tu postes quelque chose, ça marche de se défausser des droits en écrivant un texte. On n'est pas censuré. Bon, de toute façon, au pire, sur YouTube, c'est un problème de droit, la vidéo sera supprimée. Hein. Si les vidéos ne rapportent rien, j'ai jamais entendu parler de personne qui était poursuivie. Voilà, bon. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Bonjour, il faut à peu près combien de temps de préparation pour
pour une représentation sur scène, ça va vraiment dépendre. Ça dépend beaucoup. Moi, je dirais une bonne nuit pour tout écrire, pour mettre sur papier. Non? Je sais pas, j'en ai jamais écrit, c'est rapide. Moi, c'est une bonne nuit. Ensuite, quelques heures pour le montage, je dirais. Peut-être plus, toi, parce que c'est un peu plus compliqué. Alors, toi, pour écrire écrire la chorégraphie, ça dépend. Alors, je disais d'être préparée, ça m'est arrivé de créer la chorégraphie dans les coulisses, donc en 1 heure, mais la chorégraphie peut, si t'es inspiré, ça peut te mettre quelques heures, 2-3 heures. Le montage son, par contre, c'est assez long, surtout s'il y a vraiment des détails que tu veux fignoler. Et je le recommande, si tu fais un montage de musique, de le monter, de faire ton petit mix, et d'y revenir quelques jours après, l'oreille fraîche pour pas être influencé par, de l'avoir trop écouté. Et ça m'est arrivé de revenir sur des bandes son 1 semaine après et de me dire « Ouh là là, ce raccord il est complètement raté, il faut que je le refasse ». Et ensuite, je dirais pour les prestations qui ne sont pas dansées, 2-3 répétitions peuvent aller, pas la suite, une le jour J, mais ensuite j'imagine que si c'est dansé, ça dépend de la complicité de la prestation. C'est très variable. Si tu prends 1 ou 2 semaines à l'avance, c'est bien. Merci. Très bien. Au niveau de la prestation, qu'est-ce qui est plus important? Rester fidèle au personnage ou pouvoir toucher un petit peu tout le public, même ceux qui ne connaissent pas le personnage? Par exemple, on a parlé tout à l'heure de Darth Vader qui ne pouvait pas forcément danser, c'était pas très crédible pour le personnage. Mais après, s'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas ce personnage, est-ce que c'est mieux? Je pense que pour la danse, c'est important de toucher tout le public. Parce que vous allez faire quelque chose qui va être très sujet à l'interprétation. Il n'y a pas de parole, donc les gens ils vont devoir interpréter ce qu'ils voient, ce qu'ils voient dans un geste. Et donc il va falloir être le plus clair possible. Si vous faites quelque chose, par exemple China Girl ne danse pas, mais en la faisant danser, en faisant danser ses mouvements, ça pouvait parler à tout le monde, même si on ne connaissait pas le personnage. Je pense que c'est important de parler à tout le public, sinon quel intérêt de faire de la scène? Ouais. Merci. Non, continue. Non, juste te dire, oui, donc tout à fait, il est important de toucher le plus grand nombre de public sans toutefois essayer de ridiculiser le personnage, bien sûr ne pas aller tout à fait. Bon, si Darth Vader, c'est un dialogue, bien sûr, il ne faut pas lui dire des choses qu'il ne dirait jamais, mais c'est un équilibre qui est très difficile à atteindre. Et du coup, comment vous trouvez cet équilibre entre ce travail dans le travail de préparation, interprétation? En préparation, en montrant la prestation à des personnes qui ne connaissent pas, qui ne connaissent vraiment pas, à des proches en qui j'ai confiance, en disant qu'est-ce qui t'a fait rire, qu'est-ce qui t'a fait pas rire. S'ils n'ont rien compris, c'est que j'ai pas trouvé. Ensuite, je montre à des fans. Et si des fans disent non mais c'est ridicule, le personnage, tu le ridiculises, tu vas te faire incendier. Là, visiblement, c'est que je suis trop allé dans certains sens. Voilà. Merci. Effectivement, montrer à quelqu'un, surtout pour la danse, ça peut être bien pour se mettre à l'aise. C'est pas facile de danser devant quelqu'un, donc c'est un bon moyen d'avoir un retour. Merci beaucoup. Pour les gens, par exemple, qui sont sujets au trac et qui ont tendance à oublier des mouvements ou des choses prévues pendant une prestation, est-ce que vous avez des conseils pour rattraper justement une boulette si on oublie de faire quelque chose et que, par exemple, si on a une personne en face qui fait le mouvement et que nous, on est perdus, quoi. Alors d'une part, pour éviter cette situation, la répétition peut beaucoup t'aider. Parce que en fait, là, il faut beaucoup répéter, mais il y a ce qui s'appelle la mémoire du corps. Et en fait, au bout d'un moment, tu ne penseras peut-être pas, mais ton corps va faire le mouvement au moment de la musique parce qu'il va enchaîner le mouvement, parce que tu t'en rappelles, mais tu n'es pas conscient de t'en rappeler. Donc tu peux très bien éviter en répétant, mais bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une erreur comme ça. J'ai effectivement pas parlé d'improvisation, c'est à éviter l'improvisation sur scène, mais il y a des moments où il va falloir improviser pour rattraper un mouvement. Si on est en groupe, c'est difficile. Peut-être faire semblant que c'était exprès, mais ça passe pas super. Sinon, pour rattraper le mouvement, ça va être de connaître ta musique par cœur. Si tu connais tellement bien ta musique que tu la comptes dans ta tête, et que tu te dis, bon là j'ai raté mon 8e temps, on va repartir sur 1, et là tu sais que sur 1 tu lèves le bras.
et ben, si tu connais ta musique, ça peut être le moyen de rattraper ton mouvement. Merci. Voilà, on peut remercier le professeur Cosmo Pixie.